Un pays qui n'a jamais été confronté au terrorisme ou à des actes de terrorisme. Pourquoi ce pays-là éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme, mais une loi beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps. Quel dessein inavoué se cache derrière cela? Je rappellerai simplement le discours de notre aîné, notre papa, notre guide et notre collègue à l'Assemblée nationale, M. Serigne Mansour Sy Djamil, qui de manière pertinente avait rappelé l'autre jour sur la tribune de l'Assemblée que le colon, et je veux qu'on retienne que le colon n'a pas disparu, il est encore là sous une autre forme, que le colon, à chaque fois qu'il y a eu des velléités de contestation de sa domination, de son exploitation et de ses méthodes, a utilisé, il n'y a rien de neuf sous les tropiques. Ceci dit, je voudrais dire simplement aux Sénégalais que cette loi est la copie conforme du Terrorism Act de Tony Blair de 2006. Mais seulement, M. Blair n'avait pas osé aller aussi loin que Macky Sall. Car dans une démocratie normale, ce qu'est la Grande-Bretagne, les Britanniques n'auraient jamais accepté certaines choses. D'abord, dans le fond, nous retrouvons exactement la même configuration et les mêmes éléments. Mais la supercherie de Macky Sall, qui est un homme vicieux dans sa gouvernance, la supercherie, c'est d'en avoir profité parce qu'une loi sur le terrorisme en soi ne gêne personne. Elle est même l'émanation des conventions. Tous les autres délits politiques liés au droit de manifester, liés aux dommages qui peuvent exister lors des manifestations, ainsi de suite, ainsi de suite. Il en a profité pour les extirper et les classer comme actes terroristes, ce qui n'existe nulle part dans le monde. Vous ne retrouverez ça nulle part. Même en Grande-Bretagne, qui a été victime de attentats, vous ne retrouverez. C'est ça le vice de cette loi. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Mais dans la forme également. Parce que comment on peut avoir une loi aussi importante pour la vie de la nation, la préparer en catimini et la présenter à l'Assemblée nationale pour un vote d'urgence, en procédure d'urgence. En Grande-Bretagne, quand il a fallu le faire, et pourtant, la Grande-Bretagne venait de subir les attaques terroristes de Londres. Ça n'a pas été une raison pour faire passer cette loi en procédure d'urgence. Le 15 juillet, donc peu après les attentats de Londres, le ministre de l'Intérieur, M. Charles Clark, avait écrit au porte-parole des conservateurs et des libéraux démocrates, respectivement, pour leur demander leur avis sur une proposition de loi antiterroriste dans le but de rechercher un consensus. C'est important, parce que quand vous saisissez les gens, avant même de déposer la loi à l'Assemblée nationale, ça permet au moins d'ouvrir un débat et de permettre au peuple de savoir ce qui se passe. C'est la procédure qui a été suivie. Et le 15 septembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard, M. Clark a publié des projets de clause du projet de loi dans une autre lettre adressée aux 2 responsables que j'ai cités tout à l'heure, écrivant qu'il aimerait leurs commentaires à leur sujet. Voilà comment fonctionne une démocratie transparente. Mais ici, on se cache en catimini, on prépare une loi qu'on présente à Moustapha Niasse, qui appelle les députés en procédure d'urgence. Vous avez 4 jours, 5 jours, la commission doit se réunir, la plénière doit être convoquée, et la majorité mécanique, robotique, va lever la main pour voter sans savoir même de quoi il retourne. C'est de cela qu'il a été question. Et cette loi, après tous ces avis-là, a été discutée pendant longtemps à l'Assemblée nationale et a fait l'objet de renvois en seconde lecture et même en 3e lecture auprès du gouvernement. Voyez combien c'est différent, combien on est éloigné des standards élémentaires en matière de démocratie. Ici, on se lève, je vais vous dire comment ça s'est passé.
On s'est levé, on nous a dit il y a une loi. On s'est doté de la loi, on a regardé, c'était la catastrophe. Et on dit vendredi, il y a plénière. On n'avait même pas le temps d'aviser le peuple comme cela doit se faire. C'est grave. Une loi aussi importante, c'est comme ça qu'on doit la voter dans un truc. Si j'insiste sur ce modèle, c'est parce que je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que, obnubilé par un troisième mandat, si des gens lui parlent de la possibilité de voter une loi contre le terrorisme, il saisit immédiatement l'opportunité. Mais il a son calcul derrière, et je vais y revenir. Qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique, c'est parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Il est très fréquent au Sénégal et à chaque fois, il est reçu par Macky Sall. Novembre 2017, février 2020, mars 2021, et j'en passe et j'en passe. Pas plus tard que hier, vous avez vu dans la presse qu'il se targuait d'un entretien entre Abdoulaye Diouf Sarr et Tony Blair par vidéoconférence où Abdoulaye Diouf Sarr lui présentait les problèmes qu'on a dans la gestion du Covid et Blair aurait permis de les aider avec des applications développées par l'université d'Oxford, etc., etc. Voilà des hommes qui sont devenus très influents. Il y a de manière générale un balai des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Matteo Renzi était en même temps que Tony Blair au mois de mars au Sénégal. Et officiellement pour la lutte contre la Covid et la campagne de vaccination. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. N'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait doté, ce qui s'est révélé faux. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur lui et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement, l'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali, parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal. Je vous dis que sa dernière visite en date, c'était du 10 au 14 juin. Il a quitté la Côte d'Ivoire où il était avec Jean-Yves Le Drian pour piquer sur Dakar et se faire recevoir avec le tapis rouge par toutes nos autorités. Et ces gens-là qui soufflent à l'oreille de Macky Sall. Il y a M. Jean-Louis Bruguière, ex-juge antiterroriste français, qui est aujourd'hui haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. Il était à Dakar il y a à peine un mois, parce qu'il était à Dakar le 26 mai 2021. Ce monsieur s'est doté d'un cabinet de conseil en matière de lutte contre le terrorisme et a signé des contrats juteux un peu partout en Afrique. Il était au mois de septembre 2020 en Mauritanie pour renouveler son contrat. En réalité, c'est un spécialiste de la traque des opposants africains. Tout opposant africain est terroriste pour lui. Et il est grassement payé pour le faire.
C'est ces gens-là qui soufflent aujourd'hui à l'oreille de nos gouvernants et qui sont à l'origine de toutes ces suggestions. Bien évidemment, Macky Sall en profite largement pour y ajouter tout ce qu'il veut par rapport à ses cibles personnelles. Je ne parle même pas de tous ces agents de renseignement, particulièrement de la France, et autres barbouzes qui pullulent dans notre pays, toujours prêts à exécuter les basses besognes comme du temps de Foccart. Parce que les méthodes sont maintenant beaucoup plus vicieuses, mais elles n'en sont pas pour autant complètement annulées. Ils n'ont pas pour autant abandonné toutes les vieilles méthodes de liquidation, comme ça a été fait avec les Sankara, les Lumumba, etc. Mais les méthodes sont beaucoup plus vicieuses maintenant. C'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons. Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent